For the thousands in attendance and the millions watching around the world. Amicalement rouge, Ladies and Patrick gentlemen, Besson, édition Messidor 1987. À Isabelle. Toi. Vous avez 19 ans. Vous êtes en 2e année de droit. Vous avez participé activement au dernier carnaval. Vous fumez plus que votre père, mais buvez moins que lui. Vos lectures, très variables, entre Musil et Hergé. En juillet, vous partez avec vos parents à Noirmoutier. Vélo, tennis. Vous connaissez bien la fille qui tient les vestiaires de la boîte de nuit. Il vous est même arrivé de lui apporter des verres d'eau. Une fois, vous avez remplacé l'eau par du gin. Cette rigolade. Au mois d'août, vous faites un voyage avec votre sœur et quelques amis. Vous êtes déjà allé en Grèce, en Italie, en Turquie. Cette année, vous tentez les States. Vous avez pas mal d'adresses là-bas. Et l'année prochaine, pourquoi pas l'URSS? Vous y pensez sérieusement, puisque tout le monde en parle. Le droit, ça vous plaît bien. Voir comment marche une société, quelles sont ses règles. Quand vous aurez votre diplôme, vous entrerez dans un cabinet d'avocats fondé il y a 20 ans par un copain de régiment de votre père. Il vous a raconté cette histoire au moins 100 fois. Ils étaient aspirants tous les deux, même qu'ils avaient un petit faible l'un pour l'autre. Eh oui, sacré papa. Vous ferez une foire à tout casser jusqu'à 30 ans environ. Week-end à Trouville avec des danseuses classiques. Vous aurez, je le sens, une grande histoire avec une actrice sur le retour, mais encore très sexy. Une année inquiétante et déchirante, dont vous ne guérirez jamais vraiment. Vous choisirez votre épouse avec soin. Elle sera jolie, intelligente, douce et bien élevée. Elle réussira dans son travail. Après avoir suivi un court traitement contre la stérilité, elle fera 2 enfants, Adrien et Antoinette. Vous quitterez alors Paris pour Meudon ou Rambouillet. Et puis un jour, il vous arrivera quelque chose. Ça viendra d'un côté ou de l'autre, comment savoir. L'un de vos clients, le patron d'IBM France par exemple, vous dira un truc qui ne vous plaira pas. Vous enverrez votre verre de vin fou jurassien dans l'écran de télévision. Au Club Med, les jeux ne vous feront plus rire. Votre petite amie, une secrétaire qui suit des cours du soir pour devenir secrétaire de direction, se retrouvera au chômage. Ou bien, ça sera pendant une partie de tennis. Vous regarderez fixement votre raquette, indifférent au rappel à l'ordre de votre fils, perché sur la chaise d'arbitre. Ou bien ce sera un dimanche sur les Champs-Élysées, quand votre femme se tournera vers vous et vous demandera gentiment « Tu préfères voir le tueur fou de Wall Street ou les joyeuseries de Saint-Trope ?» Ou bien ce sera dans un restaurant, devant la carte, œuf angelé au Porto ou hareng baltique. Il vous sera soudain impossible de répondre à cette question. Ça ne fera pas bon effet auprès du PDG de Régilet, avec qui vous déjeunerez. Un avocat doit savoir prendre des décisions, non? À plus forte raison quand c'est un avocat d'affaires. Ou bien ce sera simplement en lisant dans Le Monde, comme je l'ai fait la semaine dernière, que Peugeot s'apprête à licencier 1500 personnes environ. Vous ne travaillerez pas chez Peugeot. Votre voiture ne sera même pas une Peugeot. Vous n'aurez d'ailleurs jamais mis les pieds aux usines Peugeot de toute votre vie. Mais chacun de ces 1500 futurs chômeurs aura soudain pour vous une réalité terrible, douloureuse, incontournable. Et vous déciderez alors de faire quelque chose pour eux, quelque chose qui ne soit pas de la charité. C'est ce jour-là que nous commencerons à nous tutoyer. De la désinformation. J'avais un camarade. Il s'appelle Raphaël Sorin. Il est journaliste au Matin de Paris. C'est un gros type un peu jaune, une sorte de Bogart qui aurait mangé trop de nouilles. Il avait souvent déjeuné à ma table, choisi le vin, fait la conversation à mes amis. Raphaël, je l'avais connu dans les divers journaux et maisons d'édition où je traînais à l'époque. Il m'avait toujours mis sur de bons coups. Novélisation de la boom, synopsis de films pour des maisons de production. Grâce à lui, j'avais gagné pas mal d'argent. Je lui en étais d'ailleurs reconnaissant. Je l'appelais mon oncle de Bulgarie, car il a de lointaines origines bulgares. En octobre 1985, je m'étais réjoui d'être engagé comme conseiller littéraire dans une maison d'édition où il travaillait déjà lui-même. Pendant les réunions, je m'asseyais de préférence à côté de lui. On parlait à voix basse de nos petites affaires. Le patron se plaignait. « Les littéraires, vous roupillez ?» Je disais que c'est quand les littéraires roupillent qu'ils progressent. Ou bien on ne disait rien, on se marrait. Un matin,
Je suis réveillé par la sonnerie du téléphone. C'est un ami journaliste. Il me dit: Tu as vu ce que Raphaël a écrit sur toi dans le Matin de Paris? Ah, Raphaël a écrit quelque chose sur moi dans le Matin de Paris? Formidable. C'est sûrement quelque chose de très gentil, car il est l'un des premiers critiques à avoir lu et aimé mes livres. Il est de gauche comme moi, on bosse dans la même boîte, on est copains. Eh bien non, justement. Il paraît que ce n'est pas très gentil, ce que Raphaël a écrit sur moi. Je me dépêche de m'habiller, et je descends acheter le journal. En fait, ce n'était pas bien méchant. On me reprochait de dire que je votais communiste et de faire en même temps des critiques littéraires dans le Figaro. Un communiste s'est-il plaint? Un lecteur du Figaro s'est-il plaint? Non, car les communistes sont payés pour savoir qu'on ne choisit pas son employeur, de même que les lecteurs du Figaro n'ont peut-être pas oublié, contrairement à Raphaël Sorin, journaliste au Matin de Paris, qu'on est en démocratie et qu'en démocratie, ce qu'on demande à un critique littéraire, c'est de faire de bonnes critiques littéraires, quelles que soient les opinions politiques qu'il professe. Ça, ce n'était pas grave. Mais dans le Matin de Paris ce jour-là, Raphaël Sorin, mon ami Raphaël, a écrit que j'avais été recruté par le PC. C'est une sacrée information, ça. On imagine la scène. Toc, 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 nous sommes bien chez Patrick Besson. Ici, le bureau politique, nous sommes venus vous recruter. Le jeune écrivain ébouriffé ouvre sa porte. Me recruter? Vraiment? Ce n'est pas une blague? Non, mon gars, on est là pour te recruter, c'est Moscou qui nous envoie. Ah, si c'est pour Moscou, alors, entrez, entrez, je vous en prie, j'ai toujours adoré la vodka. Bon alors, qu'est-ce que je fais? Où je dois signer? Et mon badge PCF? Vous avez pensé à mon badge PCF? Non, Raphaël, je n'ai pas été recruté par le PCF, contrairement à ce que tu as écrit et laissé imprimer dans le Matin de Paris. Avant les diverses interviews où j'annonçais mes intentions de vote pour les élections de mars 1986, je n'avais rencontré aucun cadre du Parti communiste, aucun membre du bureau politique. Ce n'était pas difficile à vérifier. Tu pouvais en premier lieu me téléphoner. Tu connais mon numéro privé. Tu pouvais également enquêter auprès des gens du PCF, leur demander s'ils me connaissaient personnellement. Tu pouvais encore te renseigner auprès de nos amis communs. Mais ce n'est pas du tout ce que tu as fait. Tu as préféré donner sur l'un de tes amis, sur un camarade de travail, une information fausse. Cette pratique porte deux noms, Raphaël. Le premier, c'est la désinformation. Le deuxième, c'est la saloperie. Tu as vendu ton frère pour un plat de lentilles socialistes. Eh bien maintenant, mange. Souvenir de Jacques Lang. Jacques Lang, je lui ai serré la main une fois. Il m'a fait une très bonne impression. C'est un grand type souriant et sans prétention. On lui a dit que j'étais écrivain, il a eu l'air ravi, et puis il a serré une autre main. Cet homme-là aime les artistes, ça se sent. Ça se passait sur le tournage d'une série télévisée au mois de septembre. Lang avait décidé de décorer Michel Morgan et Jeanne Moreau, les deux principales interprètes de la série en question. Qu'ils étaient beaux et respectables tous, sous l'éclat des projecteurs. Lang a fait deux très jolis discours. Michel Morgan, radieuse, opinait du chef quand on vantait les qualités de Jeanne Moreau. Cette dernière a tenu à remercier les techniciens. Sans les techniciens, comment ferait-on du cinéma? Et voilà qu'ils allaient oublier le metteur en scène. Ils seraient frais, tiens, s'il n'y avait plus de metteur en scène. Ils ont eu également un petit mot gentil pour le producteur, qui avait mis près de 2 ans à monter l'affaire. On cita ensuite, en vrac, les assistants, les costumières, les maquilleuses, les secrétaires. Oui, c'était merveilleux, ils formaient une famille unie, tous au service de l'art. Ce fut vraiment une belle fin d'après-midi. Il y eut des applaudissements, des rires. On se précipita vers le buffet. Le ministre promenait d'un groupe à l'autre sa bonne humeur inaltérable. On sentait qu'il était parfaitement conscient d'être un bon ministre, un ministre qui n'oubliait personne, une véritable machine à remercier le monde. Vers la fin du cocktail, on me pousse vers lui, on me présente. Il n'a pas l'air de comprendre ce qui se passe, mais me tend tout de même la main. On lui dit Patrick Besson. C'est lui qui a écrit l'épisode qu'on est en train de tourner. Ah, fait le ministre, visiblement stupéfait. Vous êtes l'auteur? Eh oui, on ne saurait penser à tout. Floué, détruit, étouffé. Retour du Danemark. Un pays où les communistes font 0,8% est un pays rasant. À Roissy-Charles de Gaulle, j'achète le magazine Lire. Catherine Deneuve en couverture. Elle est mignonne quand même.
Je l'ai interviewé une fois. J'ai été idiot, j'aurais dû tenter ma chance. Page 105. Un entretien avec Georges Samproun à propos de son dernier roman La Montagne Blanche, Gallimard. Ah tiens, pas mal, l'interview. Le type va au fond des choses. Il parle bien de son métier d'écrivain. Évidemment, il y a un problème. Samproun est un ancien communiste. Il s'excuse, il ne l'a pas fait exprès. C'était la faute à Franco. S'il n'y avait pas eu Franco, il serait resté tranquillement chez lui. Mais il regrette, hein, il regrette. Il sent qu'il a été floué. Il a d'ailleurs l'air floué, Samproun. Vraiment la tête du type à qui on vient de faire les poches. Des cernes sous les yeux. C'est vrai, quoi. Faut se mettre à sa place. Il en bave. Il est l'un des plus grands écrivains espagnols vivants, l'un des scénaristes les mieux payés du cinéma français, l'un des intellectuels les plus brillants de sa génération. Ah, vraiment, le communisme lui a joué un sale tour, a fait de lui un pauvre type qui n'ose même pas regarder sa femme de ménage dans les yeux. Le lendemain matin, pour me consoler, j'achète L'autre journal de Michel Butel, où il y a la suite de l'entretien de Marguerite Duras-François Mitterrand. Marguerite Duras. Elle y est arrivée quand même, la Duras. Elle en a bavé. Les critiques français se moquaient d'elle. Son nom était synonyme d'ennui et de prétention. Mais tout d'un coup, quel retournement. Mais au fait, Marguerite Duras, c'est pas une ancienne communiste? Encore une à laquelle le parti a joué des tours, encore une qui a été flouée. Maintenant que son nom est mondialement connu et qu'elle s'est acheté une 205, elle peut le dire. Le PCF fait beaucoup de mal aux intellectuels. Oui, beaucoup de mal. Ça se voit, non? Elle est très longue, la liste des anciens communistes ou des anciens sympathisants communistes qui ont été psychologiquement détruits par le marxisme, étouffés par le fonctionnement de l'appareil et rejetés ensuite dans l'oubli par la masse des lecteurs. André Gide, Philippe Solers, Pierre Dex, Claude Roy, Roger Vaillant, Panaïtis Strati, Pierre Goldman, Jean Hellenstein, des épaves. Wednesday, Bloody Wednesday. Il ouvre les yeux, réveillé par la sonnerie du réveil. Il a très mal dormi. Il ne sait pas vraiment pourquoi. Le dîner d'hier, peut-être. Il mange trop en ce moment. Il sort trop. Ça lui rappelle l'époque où il était garde des Sceaux, au tout début de la guerre d'Algérie. Il se lève. Quel temps fait-il? Gris. Qu'est-ce que c'est emmerdant de se lever quand il fait gris? Il tourne un peu en rond dans la chambre, regarde par la fenêtre. Il n'y a pas beaucoup de feuilles aux arbres. Il aime les arbres. Oui, les arbres, ça, il les aime. Allez, il faut se laver. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'est jamais comme ça. Il n'est pourtant pas malade. Il a même un sourire intérieur en songeant aux rumeurs qui ont couru sur son fameux cancer après son élection. Tout en se rasant, il se dit qu'il devrait retourner déjeuner chez Bip, de temps à autre, maintenant qu'il a un peu de loisir. Tailler le bout de gras avec le vieux Caz, serrer la pince à Françoise Giroud, et puis après, se faire une petite toile avec Jacques Lang, entre copains. Tout sauf Duras. Duras, il n'en peut plus. Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle ne le lâche plus d'une semelle, il en a ras-le-bol. Maintenant, il met ses chaussettes, il pense à De Gaulle. Il se dit que De Gaulle, lui aussi, mettait ses chaussettes. Et Churchill, et Lénine, et Kennedy, tout le monde. Non, décidément, il ne se sent pas bien. Est-ce que De Gaulle se sentait aussi mal en 1969 après le référendum? La différence, c'est que De Gaulle, en 1969, il avait filé en Irlande. Ah oui, évidemment. De Gaulle, il fallait toujours qu'il se fasse remarquer. Il s'assoit devant son petit déjeuner. Il n'a envie de rien. Il regarde les journaux et comprend pourquoi. On est mercredi, le jour du Conseil des ministres. Il va falloir qu'il se farcisse tous ces abrutis pendant 1 heure ou plus. Il secoue la tête, désemparé. À quoi ça sert de s'être donné tout ce mal pendant des années, d'avoir rédigé tous ces discours, d'avoir serré toutes ses mains, d'avoir présidé toutes ces commissions, si c'est pour être obligé, à son âge, de se lever tous les mercredis matins pour aller faire des amabilités à des ministres du RPR et de l'UDF. Allez, c'est l'heure, il faut y aller. Il se dirige vers la porte en traînant les pieds. Quelle plaie! Il aperçoit Chirac, les autres. Il y a tout de même une pensée qui le console. Le PCF a fait moins de 10% aux législatives. C'est un peu grâce à moi, pense-t-il. Alors, en s'asseyant en face des ministres RPR et UDF, il se dit qu'il n'a peut-être pas raté complètement sa vie.
en finir avec Marguerite Duras. Duras, on l'aimait bien. C'était plutôt joli, ces histoires de femmes d'ambassadeurs de France à Bombay, qui voulaient coucher avec l'attaché culturel turc. La chaleur était toujours moite, les hommes étaient toujours distingués, les domestiques ne faisaient pas de bruit, l'héroïne avait des souvenirs d'enfance émouvants, les glaçons tintaient agréablement dans les verres de whisky. Tout le monde transpirait, mais personne ne se plaignait. De temps à autre, il y avait un suicide, ou une histoire d'amour. Oui, c'étaient des livres confortables, tendres, brefs. On s'étonnait que ça n'ait pas davantage de succès. Enfin quoi, il y avait tout de même là des ingrédients qui avaient fait la gloire et la fortune d'un Pierre Benoît, d'un Maurice de Cobra, ou encore d'une Myriam Harry, hélas trop oubliée de nos jours. Les colonies, des femmes sensuelles et malheureuses, des consuls bien élevés, des ambassadeurs bien habillés, des parties de tennis, des paquebots, des balles, le style était d'une clarté aveuglante. Non, ce n'était pas normal que ça ne marche pas. Heureusement, avec la mode rétro, la création de la collection Harlequin, et surtout la nostalgie ambiante d'une France qui allait de Saïgon à Tamanrasset, le grand public a découvert que Duras concoctait depuis bientôt 40 ans des ouvrages correspondant exactement à son attente. Ce fut un véritable plaisir de voir ces livres courts et élégants s'enlever comme des petits pains dans les librairies. Et l'amant, quelle belle histoire! Cette pauvre petite écolière blanche obligée de se faire sauter par un shintok pour sauver sa famille de la misère, c'était tout simplement craquant. Le 16e arrondissement, Neuilly et sa proche banlieue étaient en larmes. Duras était lue dans le monde entier. À 70 ans, elle devenait milliardaire, ce qui ne manque d'ailleurs pas de cocasserie. Il y avait quand même une chose qui gâchait son bonheur, les chiens du PCF. Elle n'avait guère de tendresse non plus pour les chiens sandinistes du Nicaragua. Quant aux chiens de Libye, Reagan leur en mettait plein la gueule et c'était bien fait pour eux. C'est comme pour le petit Grégory, il ne l'avait pas volé. Et les chiens soviétiques alors? Elle était sûre que Moon et les siens finiraient par tous les piquer un jour ou l'autre. Tout ça nous mettait très loin de Lahore et des agréables petits romans mondains dont Duras nous gratifiait depuis bientôt un demi-siècle. Et si cette chienne, à 72 ans, était devenue tout simplement sénile? C'est très âgé pour les chiens, 72 ans. Il m'appelait terroriste. Je suis né en 1946 à Tel Aviv. Au début de la guerre civile, par mesure de sécurité, nous nous sommes réfugiés à Beersheba, où nous avions un oncle. Nous en sommes partis en 1949 quand les Israéliens ont occupé Beersheba. Nous sommes allés à Jérusalem, où nous avons vécu jusqu'en 1967. J'aimais beaucoup Jérusalem. C'est là que j'ai fait mes études primaires et secondaires. J'y ai aussi perdu mon pucelage avec une touriste hollandaise. Un très bon souvenir. En 1967, quand les Israéliens ont occupé Jérusalem, ma famille et moi, nous avons franchi le Jourdain pour gagner Amman. Nous sommes restés 3 ans en Jordanie. J'ai commencé là des études de droit que je n'ai malheureusement pas pu finir, car en 1971, il nous a fallu partir de Jordanie. Mon frère aîné est d'ailleurs mort au cours des affrontements qui ont opposé à cette occasion les Bédouins de Hussein et les soldats de l'OLP, événement connu sous le nom de Septembre Noir. Mon père, en sa qualité d'ingénieur chimiste, est parti travailler au Koweït, un de ces Émirats du Golfe Persique, où travaillent de très nombreux Palestiniens. Je me suis réfugié avec ma mère, ma sœur et mes 3 petits frères à Beyrouth, où j'ai repris mes études. Le 6 juin 1982, 100 000 soldats israéliens ont pénétré au Liban. 3 mois et demi plus tard, les forces libanaises perpétraient le massacre de 3 000 Palestiniens sans défense, pour la plupart des femmes, des enfants et des vieillards. Ma mère me dit qu'il était peut-être temps pour nous de quitter Beyrouth. Je refusais. J'avais en effet épousé une jeune Libanaise qui tenait à rester auprès de sa famille. Mais devant l'aggravation de la situation, ma femme a accepté d'abandonner son pays natal et nous avons pris le bateau pour Tunis, où j'espérais trouver du travail comme avocat. Quand quelques années plus tard, les Israéliens bombardèrent le siège de l'OLP à Tunis, ma sœur se trouvait justement là, en train de toucher la pension que l'organisation verse à notre famille depuis que notre frère est mort au combat. Ma sœur fut blessée au bras. Je me dis que c'était un signe. Le soir, en famille, nous eûmes une longue conversation. Après Tel Aviv, Beersheba, Jérusalem, Amman, Beyrouth, Tunis, où aller? Mon frère cadet proposa Tripoli. C'est là que, le mardi 15 avril 1986, au cours du bombardement américain, je suis mort. La vie et l'œuvre d'Antoine Spire.
Quand, au début du siècle, dans un petit bourg du Bordelais, naquit le petit Antoine Spire, qui aurait pu se douter que nous tenions là l'un des espoirs les plus fulgurants de la littérature française et même mondiale. Très tôt, la muse vint taquiner notre jeune prodige, et c'est à 15 ans qu'il publia dans la fameuse NRF ses premiers poèmes. Ils eurent un retentissement énorme. À leur sujet, André Gide devait d'ailleurs dire « Depuis les Illuminations de Rimbaud, je n'avais rien lu d'aussi frappant ». La même année, on apprit le décès à Vienne du grand écrivain autrichien Arthur Schnitzler, qui eut, en expirant, le temps de murmurer « Relisez-moi un poème de Spire ». Antoine ne devait pas en rester là. En 1933, il publia, toujours à la NRF, son premier roman, La condition humaine. Il obtint à cette occasion le prix Goncourt. Il se remit aussitôt au travail, revenant à ses premières amours, la poésie. Cela coïncida avec son mariage avec l'écrivain Elsa Triolet, à qui il dédia tout au long de sa vie de nombreux recueils, parmi lesquels Les yeux d'Elsa 1942, Elsa 1959 et Le fou d'Elsa 1953. Après sa conduite héroïque sous l'occupation, Spire opéra dans les années 50 un certain repli sur soi. Ce fut le théâtre qu'il sortit de l'espèce de claustration intellectuelle dans laquelle il s'était bizarrement confiné pendant plusieurs mois. Malatesta 1946, Le Maître de Santiago 1947, Port-Royal 1954, La ville dont le prince est un enfant 1951 et enfin Don Juan 1958 se succédèrent sur les scènes parisiennes avec un succès égal. C'était l'époque où il fallait avoir vu la dernière pièce d'Antoine Spire. Antoine Spire obtint le prix Nobel en 1957, peu après la publication de L'Exil et le Royaume, recueil de textes lumineux, qui introduisait dans son œuvre un élément qui en était jusque-là absent, le monde méditerranéen. Il semble cependant que sa consécration internationale ait poussé Antoine Spire à faire le point sur lui-même et sur son œuvre, réflexion active qui devait le conduire à reconsidérer le problème du roman et à jeter les bases d'un mouvement qui devait rester célèbre dans l'histoire de la littérature sous l'appellation de Nouveau roman. Il publia La jalousie en 1957 et La maison de rendez-vous en 1965. N'oublions pas non plus le célèbre Molloy 1961. Mais c'était mal connaître Antoine Spire que de l'imaginer bloqué sur des innovations techniques. Il devait renouveler complètement son inspiration en publiant le Procès-verbal 1963 et La fièvre 1965. Il fut ensuite à l'origine de la mode rétro, avec des romans tendres, nostalgiques et un peu ambigus, comme Villa Triste en 1975, Livret de famille 1977, et enfin Rue des boutiques obscures 1978, pour lequel il obtint une deuxième fois le prix Goncourt, fait unique dans les annales du dit prix. Vers la fin de sa vie, Antoine Spire eut, dans Le Matin de Paris, quelques mots un peu durs à l'égard de Jean Genet, qui venait de publier Le captif amoureux Gallimard, et aussi de mourir. Mais n'était-il pas bien placé, lui, le célèbre, l'incomparable Antoine Spire, pour savoir qui était un grand écrivain et qui n'en était pas un? Hafid et Mohamed. J'ai connu Hafid au lycée Jean Jaurès de Montreuil, au début des années 70. Nous n'étions pas dans la même classe. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque du lycée. Ce fut un très bref échange de remarques acerbes, bientôt suivi de coups. C'était la première fois que je me battais, je n'ai pas recommencé depuis, et j'espère que je n'aurai plus jamais à le faire. C'était très désagréable. Après cela, nous ne restâmes pas une journée sans nous voir. Nous nous promenions la nuit dans Montreuil. Je vous parle d'une époque où Charles Pasqua n'avait de responsabilité réelle qu'au sac et à la maison Ricard. Un arabe ne risquait pas forcément sa vie en sortant de chez lui le soir. Nous errions aussi l'après-midi dans Paris, un échiquier sous le bras. Nous nous installions dans un square pour faire une partie, non loin de nurses et de petites filles qui nous regardaient de travers. Hafid est un excellent joueur d'échecs, bien meilleur que moi, j'ai le regret de le dire. Il ne s'est jamais décidé à finir sa scolarité et à prendre un emploi. Il a fait un enfant à l'une des plus jolies blondes du lycée. Je les croise souvent du côté des Halles. Tous deux élancés, élégants, désinvoltes. Hafid parle un français précieux, malicieux, étudié, fruité, tout en nuances, presque désuet. Mohamed aussi, je l'ai rencontré au lycée de Montreuil. Nous voulions faire un film ensemble, puis une pièce, puis un journal, puis un voyage. Nous n'avons rien fait de tout cela.
C'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes restés en si bons termes. Après le bac, nous nous sommes un peu perdus de vue. Je l'ai retrouvé en lisant son nom dans un programme de radio. Il avait écrit une pièce pour France Culture. Il faisait également des études d'architecte. Il vient de les terminer. Il n'a pas beaucoup de travail, mais ça le préoccupe peu. Il souhaite surtout écrire. C'est un homme petit et allègre, d'une politesse quasiment maladive. Il est cinéphile, passionné de théâtre, grand amateur d'art, lecteur avide. Comme Afid, il parle un français très raffiné, non exempt d'une emphase que rattrape heureusement une drôlerie presque permanente. Afid et Mohamed ne sont pas de bons ni de mauvais sujets, et n'ont pas à l'être. Et il ne m'est jamais venu et ne me viendrait jamais à l'esprit de les appeler des potes. Ce sont mes amis. Les rudes journées d'André Glucksmann. Il se lève à 6 heures du matin. Après un petit déjeuner avalé en hâte, il file en Pologne pour protester contre Jaruzelski. À 7 heures, il est en Sibérie pour exiger la libération des dissidents emprisonnés. À 7h30, il se retrouve à Ho Chi Minh Ville pour demander qu'on autorise le commerce privé. À Phnom Penh, il s'inquiète de ce qu'on ne laisse pas Norodom Sihanouk gouverner au centre et proteste violemment contre la présence des soldats vietnamiens. À 8 heures, c'est à Kaboul qu'il pose son avion pour réclamer le départ des soldats soviétiques et la réouverture des mosquées, ce à quoi un obscur responsable du PC afghan lui fait remarquer qu'elles n'ont jamais été fermées. À 8h30, en un coup d'aile, il est en Éthiopie pour exiger la dissolution immédiate des fermes collectives. À 9h30, il se retrouve en Algérie, où il se plaint amèrement que l'on n'ait pas fait toute la lumière sur les révoltes de Kabylie. Il traverse ensuite l'océan Atlantique et, de Castro, exige toute la vérité sur le traitement réservé aux homosexuels cubains. Il fait ensuite un saut au Nicaragua pour attraper Ortega par les revers de sa veste de treillis soviétique et de lui ordonner de rouvrir la Prensa, le journal de l'opposition récemment interdit. Après cette matinée chargée, Glucksmann prend une petite collation et fait un somme. L'après-midi, il n'a pas non plus beaucoup de temps libre. À Port-au-Prince, il conseille aux militaires qui ont pris le pouvoir après le départ de Bébé Doc, au fait, Bébé Doc, ce bac, ça avance, de créer une véritable démocratie où les droits de l'homme seront strictement respectés. Il va ensuite en Colombie, où il s'indigne des proportions que prend la culture de la drogue, ce fléau. Puis, toujours dans ce petit avion ultra rapide qui a fait son succès, il engage par radio le président du Pérou à ne pas céder aux guérilleros de Sentier Lumineux. Il félicite ensuite chaleureusement les gouvernements uruguayens et argentins de leur bonne compréhension de l'esprit démocratique, tel qu'il l'a lui-même défini dans Les Maîtres penseurs. Il se pose un instant au Chili pour insulter vertement Pinochet, non sans ajouter à l'intention des journalistes de CBS présents: pour moi, c'est exactement comme l'Union soviétique. À Pretoria, dont il ne saurait décemment approuver le régime d'apartheid, il déclare avec fermeté: vous êtes en train de faire tomber la majorité noire dans le giron de l'URSS. Enfin, à la tombée de la nuit, il rentre à Paris. L'autre jour, je l'ai vu sur un quai de métro. Il avait l'air complètement crevé, ce qui se comprend. Il marmonnait tout seul dans un coin. Mais pourquoi est-ce que ce train n'arrive pas? Mais qu'est-ce que c'est que cette grève à la con? Aragon. Aïe, il n'a pas trop la cote ces jours-ci, le vieux Louis. On admet du bout des lèvres qu'il a écrit quelques bonnes chansons, c'est tout. On lui reproche beaucoup son ode à Maurice Thorez. Moi, c'est ce que je préfère dans son œuvre. Ah, l'ode à Maurice Thorez, un modèle. Quant au roman, oulala, Françoise Sagan, c'est tout de même un peu mieux, sans parler de Madeleine Chapsal, la grande novatrice littéraire de la fin du XXe siècle. On vit une époque formidable, où les fausses valeurs comme Aragon ou Malraux sont renvoyées aux oubliettes, et où on redécouvre enfin toute la grâce inimitable d'une Sagan ou d'une Chapsal. Il n'y a pas de doute. Aragon, il ne touchait pas sa bille, mieux vaut l'oublier discrètement. Oui, mais comment? Par exemple, l'autre jour, je traînais dans une librairie. J'ouvre Portrait du joueur de Philippe Solers, qui vient de paraître en folio. Dans la biographie de l'auteur, je lis salué à ses débuts par Aragon et Mauriac. Place des Invalides, hier soir, je vois passer un bus qui arbore une publicité pour la même collection folio. Je lis en gros le nom de Kundera. Ça, c'est ce qui s'appelle réussir une carrière. Mais Kundera, au fait, qui l'a lancé en France? Ah, mais c'est Aragon, avec sa préface de la plaisanterie. Une préface que l'écrivain tchèque
a d'ailleurs supprimé prudemment de la nouvelle édition de son premier roman. Lecture des Poilus, de Joseph Delteil, que les éditions Grasset viennent de sortir dans la collection Les Cahiers Rouges. Qui fut l'un des premiers à lire Delteil et à faire un boucan du diable autour de ce jeune et vigoureux Languedocien? Si l'on en croit la biographie de Delteil, c'est, ma foi, Aragon. Et François Nourricier, qui est beaucoup de choses, mais certainement pas un écrivain sans talent, qui l'a soutenu mordicus au jury Goncourt pour son maître de maison. Eh ben oui, Aragon. Il a même démissionné quand c'est Bernard Clavel qui a eu le prix. Nous les rouges, on est comme ça. Il faut faire nos 4 volontés, sinon c'est la guerre. Le pire, l'année dernière, je concourais pour le Grand Prix des lectrices de L. Mon principal adversaire était François-Marie Bagné, qui l'a emporté, je ne dis pas avec quel pourcentage ridicule, j'en suis encore malade. Eh bien, savez-vous qui a, en son temps, découvert et lancé François-Marie Bagné?